Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de PAP.fr. L'immobilier de particulier à particulier. Vendez, achetez ou louez simplement et au bon prix avec PAP.fr. PAP, particulièrement efficace. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale. On est en pleine vacances et malgré tout on a le plaisir d'avoir avec nous Christophe Demerson. Il est président du think tank 35 millions de petits propriétaires, ancien patron de l'UNPI. On a avec nous également Bernard Cadot, il est ancien président d'Orpi. Bonjour Bernard, bonjour Christophe. On a également le plaisir d'avoir Olivier Dussolier avec nous. Il est président de la Fédération nationale des diagnostiqueurs immobiliers et également Guy Hockey qui est, comme son nom l'indique, le fondateur du réseau éponyme et qu'on retrouvera également dans quelques minutes avec nous. Alors aujourd'hui, on va parler politique, on va parler politique du logement, on va parler de la commission mixte paritaire qui avait échoué sur le budget 2026 le 19 décembre dernier, de la loi spéciale qui reconduit pour quelques jours le budget 2025. Qu'est-ce que ça vous inspire, Christophe Demerson, cette situation qu'on vit aujourd'hui? Ce que ça m'inspire, cette situation, c'est surtout que... Mettez-vous bien devant le micro. Oui, Marc, l'immobilier, c'est le temps long. C'est la première chose qu'on peut dire. Les investisseurs, les propriétaires, ils ont besoin d'une stabilité réglementaire, législative et fiscale. On le dit souvent. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un bel exemple d'instabilité, on a un bel exemple d'incertitude. Et le calendrier est là, on va voir ce qui va se passer rapidement. Bernard Cadot, vous parlez aussi d'instabilité, ou peut-être d'irresponsabilité? L'instabilité mène à l'irresponsabilité, ou peut-être que c'est l'irresponsabilité qui amène tout ça. Mais bon, oui, effectivement, il y a ça. Je me dis que si on revient, on remonte le film et on se met au début de l'année 2025. Et on regarde ce qui s'est passé pour le logement. On a commencé par nous annoncer qu'il fallait revoir à la baisse les objectifs de MaPrimeRénov'. On va en reparler pour la fin de l'année. Et puis ensuite, on nous a dit qu'enfin, le statut du bailleur privé existerait. Bon, il existe, mais c'est quand même assez déceptif. Bien fragile. Par contre, on a ressorti le spectre de l'encadrement des loyers, parce que ça, on ne l'oublie jamais, au cas où. Et puis, récemment, on nous dit s'il n'y a pas de budget, il n'y a plus de prime rénov'. Il n'y a plus de guichet. Mais on oublie juste de dire qu'il y a en ce moment plus de 80 000 dossiers qui sont pendants et qui attendent d'être constatés comme éligibles. Et qui, pour l'instant, avant le 31 décembre, ça ne se fera pas, ne seront pas traités. Donc, on brandit un épouvantail qui, en fait, n'en est pas un. Alors, on dit ça, l'ANAD, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, se voulait un peu plus rassurante que le ministre, d'ailleurs, ces derniers temps. Qui dit vrai dans cette histoire de MaPrimeRénov'? Je ne sais pas si certains disent vrai ou d'autres mentent, mais peu importe. Je pense que c'était inutile de brandir ça et de faire peur, parce que la réalité sur le terrain, on la connaît tous, elle n'est pas celle-là. Je repose différemment ma question. Est-ce que MaPrimeRénov' est un dispositif aujourd'hui qui est menacé ? Je ne sais pas s'il est menacé. En tout cas, il est mal pris. C'est l'exemple type d'une action vertueuse qui finit mal. Et d'ailleurs, les chiffres viennent de le prouver, puisque on dit clairement que le montant global d'une rénovation massive, puisque il faut quand même bien prendre ça en considération. Multigeste. Si vous faites les fenêtres sans faire la toiture ou inversement, ça ne sert à rien. C'est autour de 60 000 euros. Ouais. Bon. Et les montants distribués, c'est à peu près un dixième, 15%, peut-être 20% maximum. Et dans quelques cas, on arrive à beaucoup plus, mais ce sont des cas qui sont très, très peu nombreux. Donc, on brandit cette menace, on met ça en avant pour dire, voyez, on fait quelque chose. Malheureusement, je trouve que le compte n'y est pas, et qu'une fois encore, on n'a pas pris le problème dans sa globalité, dans son intégralité, et que, voilà. La bonne nouvelle, et c'est pas moi qui en parlerai le mieux autour de cette table, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a révisé un petit peu la façon de compter au niveau des DPE. Et ça va plutôt dans le bon sens, puisque tous les professionnels avaient alerté sur l'impossibilité de faire. Oui, alors sur le DPE, on a d'autres soucis. Olivier Dussolier, vous êtes vraiment spécialiste de la question. Le DPE donc va encore changer pour la 6e ou 7e fois depuis 8 ans.
au 1er janvier 2026, mais on a une échéance qui arrive en mai 2026. Oui, on a le fameux DPE européen qui arrive, qui doit être transcrit dans la loi en mai 2026. On n'en sait rien. Visiblement, le ministère commence à se pencher dessus. Personne n'en sait. Non, mais Pour le ministre, c'est un temps long. Hein. Le 29 mai 2026, c'est dans 3 ans pour certains d'entre nous. je pense qu'il aurait été intéressant que les acteurs du terrain soient associés. Encore une fois, on va partir sur une usine à gaz à la française. Alors, tiens, expliquez-nous, Olivier. Le 1er janvier 2026, le DPE, nouvelle formule avec le coefficient de 2,3 à 1,9 sur l'électricité, ça arrive au 1er janvier. Concrètement, c'est ce qui va changer. Ça, c'est ce qui va changer. Ouais. Qu'est-ce qui va changer le 29 mai 2026 ? Ce qui va changer, c'est qu'on transcrit dans la loi le DPE européen qui va être le même pour les 27 pays. D'accord. Et ça sera un nouveau DPE avec une nouvelle étiquette. D'accord. Donc ça veut dire que là encore, ce qu'on va vivre au 1er janvier 2026, c'est encore un autre changement en mai 2026. Donc en fait, on a changé le coefficient d'électricité parce que déjà, on va commencer à préparer le DPE européen où l'électricité est beaucoup plus avantageuse dans les autres pays. Oui. Il était temps, puisqu'on a l'énergie la plus décarbonée du monde. Hein, faut pas l'oublier. On a l'énergie la plus décarbonée grâce au nucléaire. Olivier Dussolier, effectivement. Mais malheureusement, j'allais dire au 1er janvier, l'électricité continuera d'être gravement pénalisée, puisque rappelons qu'on est parti de 2,58, après on est passé à 2,30 et on est à 9. Mais je veux dire, c'est pratiquement quand même, on marche sur la tête. Aujourd'hui, tout le monde parle du problème de la décarbonation, de l'électricité. Aujourd'hui, on en a. J'allais même dire, on en a plus savoir qu'en faire, puisque l'énergéticien EDF, il baisse ses réacteurs et il baisse la puissance de feu. La consommation électrique, elle n'est pas là. Et on continue malgré tout de pénaliser l'électricité. Il faut nous expliquer ce qui va se passer. Personne ne peut le dire. Bernard, cadeau. Il y a quand même de l'ordre de 4 millions de logements qui vont être concernés là, par ce changement de réglementation au 1er janvier avec l'électrique. Très peu, en fin de compte. Là, les chiffres qu'avait annoncé François Bayrou de 850 000 sorties de passoires, on a beau tester, on ne les trouve pas. Hein. Ah ouais. Là, il y a, c'est de la com, là. Le gouvernement avait corrigé, je précise, de 850, il était passé à 700 000, mais c'est encore beaucoup, puisqu'on en parlait récemment avec Olivier Dussolier. On n'est pas certain que de ce chiffre-là également. Mais 700 000, je ne pense pas que même avec les miracles, parce que je veux dire, la France, c'est pas lourde. Hein. Lourde, c'est une toute petite ville dans la France. Hein. Si ça faisait 800 000 et même 700 000, je veux dire, la France, ça serait lourde. Et il y aurait des Saintes Vierges partout dans les rues. Bon, messieurs, deux secondes. Il y a un dommage collatéral à ça, c'est que en fonction de la lettre dans laquelle sont classés les logements, les banquiers n'ont pas la même attitude, ils n'ont pas la même posture. Moi, je connais des gens à qui on a demandé 2 fois plus d'apport personnel au prétexte qu'ils achetaient pour leur résidence principale un bien qui était classé en F. Alors qu'ils peuvent vivre dans un bien classé en F s'ils l'acceptent comme ça. Mais amener du jour au lendemain une exigence de 2 fois plus d'apport personnel, ça veut dire que le projet ne va pas au bout. Mais Bernard Cadot a raison d'insister sur ces problèmes d'instabilité de la lettre et du chiffrage du DPE. Parce qu'à côté de ça, il y a des propriétaires et des locataires. Bien sûr. Mais les locataires, imaginez aujourd'hui, vous avez un enfant qui cherche un bien à Paris, avec l'interdiction de louer. On fait quoi ? Combien ça va libérer de logements ? Personne ne peut le dire, malheureusement, puisque justement, on ne le sait pas. Personne ne sait ce qui va se passer au 1er janvier et personne ne sait ce qui va se passer au mois de mai. Notre ami Olivier Dussolier le rappelait, on ne le sait pas ce qui va se passer. Mais ce que je veux dire, quand on a des centaines de milliers de gens dans les métropoles qui cherchent des biens à louer, c'est dramatique. Et à côté de ça, c'est dramatique aussi pour les acheteurs potentiels. Et pour les vendeurs, puisque on ne sait pas, en réalité, le prix du bien, il est tellement impacté aujourd'hui, alors qu'on ne connaît pas les règles du jeu. La seule chose qu'on sait, c'est que l'électricité est pénalisée. Et il y a pire. Olivier Dussolier, il y a pire. Il y a pire, puisqu'il y a une directive européenne en 2024, toujours pas transcrite dans la loi, qui, elle, passe carrément à un autre stade de l'interdiction de louer, mais c'est l'interdiction de vendre. Parce que ça, on n'en parle pas, parce que ça aussi, les banques, ils ont ce couperet aussi, c'est-à-dire qu'à partir de 2030, on ne peut plus vendre tout ce qui est F et G. Et 2031, c'est tout ce qui est E aussi. Alors, on est le seul pays du monde aujourd'hui sur l'interdiction de l'eau et sur tout ça, donc il faut vraiment voir ce qui va se passer, parce que est-ce que le DPE européen va remettre un petit peu de sagesse, j'allais dire contraint et forcé chez le législateur ? Il faut déjà espérer qu'il n'y ait pas une surtransposition de la norme. Parce qu'on est un peu spécialiste et champion c'est vrai. en la matière. Alors, logiquement, non.
Parce qu'on doit pouvoir avoir le même DPE à Berlin qu'à Madrid qu'à Paris. C'est vraiment la norme. L'ancien va être pénalisé. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les trois. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un vrai pilote dans l'avion ? Est-ce que la politique du logement aujourd'hui est pilotée en France ? Non, il n'y a pas de pilote dans l'avion parce que, regardez, plus d'un ministre par an depuis la première élection du président Macron, d'une part, et puis d'autre part. Et c'est ce qu'il faudrait peut-être poser comme question à notre ministre. Le logement mérite une loi de programmation qui aille au-delà des 5 années de mandat. Il faut vraiment qu'on prenne ce problème à bras-le-corps et structurer la politique du logement en France. Et on sait très bien, tous les professionnels le savent, ça va au-delà des 5 années du mandat. Le ministre Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, s'est déclaré en décembre ministre de la crise du logement. Oui. Est-ce que pour vous, c'est qu'une posture ou est-ce que c'est l'aveu que le logement lui échappe complètement ? Moi, je ne doute pas de sa bonne volonté. Maintenant, objectivement, il n'a pas beaucoup de moyens. Il n'a pas beaucoup de positionnement et de force pour pouvoir agir. Quand je dis et gagner les arbitrages. Qui pilote le logement en France, je pose la question, est-ce que le ministre du logement actuel a encore les clés du logement ou est-ce que, allez, faisons un peu de provocation, il n'est pas obligé d'aller les récupérer à l'accueil de Bercy ? La dernière, c'est Bercy a les clés. Et à côté de ça, on peut regarder aussi, on prend par exemple les débats à l'Assemblée nationale. Je veux dire, il a suffi que quelques députés qui sont vraiment farouchement anti-propriétaires et anti-propriété privée lèvent le doigt pour qu'on vote l'encadrement des loyers, la poursuite de l'expérience de l'encadrement des loyers, la sinistre poursuite de l'expérience de l'encadrement des loyers. Donc c'est quand même dramatique. Pareil à tous les trois, face à ça, est-ce qu'il ne faudrait pas assumer les choses jusqu'au bout et dire le logement dorénavant doit être sous tutelle du ministère des Finances, comme l'est par exemple l'industrie ? Qui veut répondre ? Bernard. Pourquoi pas ? Après, c'est un problème technique. Derrière ça, vous savez... Est-ce que c'est que technique ? Non, c'est la volonté politique. Est-ce qu'on va avoir dans 18 mois un débat national sur le futur ou la future présidente de la République ? Est-ce que le sujet du logement sera un sujet qui viendra en priorité ? Est-ce que les candidats vont faire du logement leur cheval de bataille ou pas ? C'est ça qui va être déterminant. Parce qu'il faut qu'il y ait d'abord la volonté politique et puis, comme on disait dans le temps, l'intendance suivra, quoi. Messieurs, on fait une petite pause et on revient dans quelques secondes. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on continue notre débat fort intéressant sur l'avenir du logement, sur l'absence de budget, le futur peut-être. Et nous a rejoint en studio Guy Hockey, qu'on ne présente plus, père de la franchise immobilière, fondateur de l'un des plus importants réseaux immobiliers en France. Bonjour Guy. Bonjour. Et merci de nous avoir rejoints. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, toute cette discussion qu'on a aujourd'hui sur le logement, l'avenir du logement, l'absence de budget ? Ça m'inquiète beaucoup parce que la pierre, comme on disait dans le temps, la pierre, c'est ce qui compte le plus pour les Français. La pierre ne ment pas. Il faudrait vraiment qu'on se concentre tous pour permettre à tout le monde d'accéder au logement, d'être propriétaire, ce qui arrange énormément le problème des retraites. Un propriétaire n'a plus son loyer à payer, donc ça change tout. Tout dépend de ça. Alors, tiens, on va parler un peu de confiance en l'immobilier. On peut en repartir un peu sur l'histoire du statut bailleur privé, mais j'avais une autre question à vous poser. C'est sur les Français ont perdu beaucoup de confiance, y compris dans les professionnels de l'immobilier. Et il était question dans la loi Allure de 2014 d'une formation initiale des agents immobiliers obligatoire. C'était l'été dernier, 2025, la DGCCRF, la répression des fraudes, avait mis la pression sur les partenaires sociaux du logement pour qu'ils trouvent un accord. L'accord a été trouvé entre eux à l'unanimité. Dès lors, un décret devait paraître, qui n'est pas paru. Il devait paraître avant la fin de l'année 2025. Et puis finalement, on nous l'annonce pour juillet 2026. Qu'est-ce qui bloque, selon vous, Bernard Cadot ? Ce qui bloque, je ne sais pas, mais vous touchez là un point très important, parce que les citoyens, lorsqu'ils entendent que telle ou telle loi dans tel ou tel domaine a été votée,
ils pensent naturellement et légitimement que tout est applicable. Vous avez évoqué la loi Allure, il a fallu attendre 10 ans entre le moment où cette loi... 11 ans, entre le moment où cette loi a été votée et le moment où on s'est décidé de faire appel à la commission de déontologie. Il n'y a aucune explication possible et rationnelle au fait qu'on ne prenne pas immédiatement les décrets d'application. C'est juste de la technique, j'allais dire de la tambouille, mais non, c'est de la technique, tout simplement. Parce que si on veut que les choses soient applicables, eh ben, il faut les rendre applicables, en l'occurrence. Et c'est vrai que ça fait partie de ces sujets qui peuvent entamer la confiance. Ce n'est pas le seul. Il ne vous a pas échappé que le taux d'épargne en France est le plus important en ce moment de tous les pays d'Europe et même de l'OCDE, je pense. Donc voilà, ça veut dire que les gens n'ont pas confiance dans l'avenir et qu'ils vont thésauriser par rapport à ce sujet-là. Alors que, on le sait aussi, pour investir dans l'immobilier, il faut avoir confiance parce que c'est un investissement qui se joue sur du long terme. Or, les nuages s'accumulent entre l'encadrement des loyers, le statut du verre privé qui n'est pas ce qu'il devait être, etc., etc. Donc, il faut de la confiance. On ne met pas un pistolet sur la tempe des investisseurs privés s'ils n'ont pas envie d'investir, s'ils n'ont pas des solutions alternatives ou tout simplement s'ils n'ont pas envie de faire de l'épargne. Donc, il faut être très, très prudent et très vigilant là-dessus parce que la construction s'est effondrée. Il y aura un déficit massif de logements dans les années qui viennent. Il faut que les investisseurs privés puissent, le cas échéant, remédier en partie à ça en investissant eux-mêmes, en achetant des appartements et en se disant qu'ils peuvent les louer sans être pris pour des méchants propriétaires qui veulent absolument assoiffer les pauvres locataires. Olivier Dussolier, la confiance des agents, mais aussi la confiance envers les diagnostiqueurs immobiliers, ça aussi c'est quelque chose qui vous parle, qui vous inquiète? Je pense qu'aujourd'hui, c'est des faux problèmes. On aime bien... c'est-à-dire que quand une politique est défaillante, il faut des coupables. Donc, c'est facile de trouver des coupables. Donc, ça va être l'agent immobilier, ça va être le propriétaire privé, ça va être le diagnostiqueur. Voilà. Je pense que... l'artisan. Exactement, tout le monde est responsable. On se défausse, en fin de compte, tout simplement, sur toute cette profession. Pour eux, c'est plus simple. Pendant ce temps-là, on occupe l'espace médiatique et puis on passe à autre chose. Guy Hockey, vous aviez imaginé le logement d'aujourd'hui dans les années 90. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir du logement en France? Je suis très optimiste, très optimiste, parce qu'on va quand même trouver des solutions. Il faut qu'on trouve des solutions, et pour tout le monde. Et pour tout le monde, quand je vois des histoires pour le logement, la location saisonnière et tout sert dans une commune, dans une ville. Il faut qu'on trouve des solutions pour à la fois permettre à chacun de faire ce qu'il veut de sa propriété, qu'on le favorise fiscalement pour qu'il loue une partie de l'année son bien, sa résidence secondaire, afin que les volets ne restent pas fermés. Bon, on doit faire des incitations, mais rester libre. Dans cette perte de confiance, il y a aussi le problème de la fiscalité immobilière, la taxe foncière qui a explosé, la THRS, la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, pareil. Est-ce que l'État a perdu un peu la main sur la fiscalité immobilière, Bernard Cadot? Je ne dirais pas que l'État a perdu la main, l'État a gardé la main là-dessus, parce que le logement, c'est la variable d'ajustement budgétaire par excellence. C'est la victime, finalement... Mais c'est les collectivités qui... Oui, mais c'est des transferts. Mais sauf qu'au bout du compte, les propriétaires, ils sont soumis à une fiscalité qui n'est pas forcément équitable, je pense. Cette histoire de réforme de la taxe d'habitation... elle a eu des conséquences in fine bien plus négatives que positives. Ça nous a été présenté comme quelque chose d'extraordinaire qui a redonné du pouvoir d'achat. Moralité aujourd'hui, d'abord, ça n'a pas été compensé à l'euro près partout comme ça avait été promis. Ensuite, dans les communes, vous avez une forme d'iniquité lorsque vous êtes locataire ou propriétaire de la même commune. Vous financez pas les mêmes choses avec le même argent. Donc,
forcément, ça crée de l'iniquité et ça crée de l'inquiétude. Et il serait temps. Mais là encore, on est dans cette logique inverse. Si on a une volonté stratégique, on va ajuster la fiscalité pour que cette volonté stratégique puisse se dérouler et puisse obtenir, déboucher sur un résultat. Là, en l'occurrence, il manque un petit peu d'argent, on va créer une taxe ici ou une taxe là. Et à la finale, ça ne fait pas une politique. Par contre, ça fait des mécontents. Tiens, et voilà. Juste parce qu'il nous reste peu de temps, on va parler un peu des municipales qui arrivent dans 3 mois. Guy Hoquet, vous m'avez tendu la perche avec l'histoire de la location saisonnière. On entend tout et un peu n'importe quoi sur cette question, notamment à Paris, où certains candidats proposent de réduire à 30 jours le nombre de nuitées pour libérer 60, 70, 90 000 logements. On est sur quel terrain de la démagogie, tiens, Olivier Dussolier? Je pense que la mairie de Paris, avec 336 millions de recettes... 335 millions, oui. Avec la taxe sur les courts séjours. D'ailleurs, la moyenne, c'est 42 jours. C'est pas non plus... C'est une quarantaine de jours, oui, effectivement. Donc on est quand même loin de la loi de Le Maire. Oui. Moins délire. Non, je pense qu'ils vont pas revenir dessus. C'est politiquement correct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va être plutôt les petites villes de bord de mer. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on cherche des boucs émissaires partout? Ça, c'est oui. La réponse, c'est oui. Alors, il y a un truc qui n'est pas populaire quand on est candidat aux élections municipales, c'est de dire qu'on va construire des logements dans la commune. Et pour autant, si on regarde bien, c'est ça la solution. C'est qu'il y ait plus de logements disponibles, plutôt qu'une fois encore d'aller chercher des victimes expiatoires sur le terrain de la location de courte durée. Ce sera le mot de la fin, Bernard Cadot. Merci à tous les 4. Donc, Guy Hoquet, fondateur du réseau Guy Hoquet, Christophe Demerson, ex-président de l'UNTPI, Bernard Cadot, ancien patron d'Orpi, et Olivier Dussolier, président de la Fédération des diagnostiqueurs immobiliers. Très belle fin d'année à toutes. On se retrouve l'année prochaine. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par Helios Premium Immobilier. Avec une équipe française sur place d'Helios Premium Immobilier, investissez de manière rentable et sécurisée au cœur de la Riviera Maya, au Mexique. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452.